Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, je suis content d'avoir fait quelque chose d'un peu plus léger. Parce que voilà, je m'attendais de toute façon un peu à ces questions. Et en fait, je voulais un peu peut-être démystifier ce que c'est que le Créfix, c'est ce que m'a demandé Franck. Que c'est, et vous parler un petit peu, et quand même sous le couvert comme ça de la légèreté, vous donner quelques éléments auxquels on pense dans le plan et auxquels moi je pense. Je ne partage pas d'ailleurs effectivement tous les commentaires qui ont été faits pour des raisons XY. Je pense que je reviens tout à l'heure, mais le whole genome, pour en avoir fait beaucoup dans un projet récemment, c'est loin de résoudre tous les problèmes diagnostiques d'une maladie rare aujourd'hui. Donc c'est pas une solution forcément qui va répondre à tout. Et il y a beaucoup de cas où on se retrouve avec un exome ou un génome non conclusif. C'est plutôt malheureusement la règle qu'autre chose. Donc il n'y a pas aujourd'hui de démonstration, il n'y a pas de Bible qui dit le whole genome ça résout tout. Donc c'est pas la solution non plus idéale, effectivement, même pour des maladies monogéniques. Il y a énormément d'enjeux techniques et autres. Donc, mais bon, on va certainement en débattre un petit peu. Donc le Créfix, et alors vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez, n'hésitez pas. Et puis même au fur et à mesure, j'ai 5-6 slides, hein, c'était juste parce que je voulais pas venir un peu les mains vides. Et alors le Créfix, c'est pas justement une espèce de monstre de Loch Ness. Je suis sûr que vous avez tous des idées, et probablement vous êtes une centaine de personnes, avec une centaine, peut-être il y en a la moitié qui savent à peu près de ce qu'on parle, peut-être même pas, et probablement tous avec une idée différente. Donc le Créfix, c'est un acronyme qui est pas très heureux, qui a été effectivement choisi parce que lors du dépôt du plan, il y a quelqu'un qui a dû appeler cet objet, puis il y avait écrit centre de référence, d'expertise, etc. Puis elle a pris les premières lettres. Ça a donné quand même quelque chose d'un peu gaulois, le Créfix. C'est pas terrible, ça passe pas les frontières, et ça fait un peu comique. Donc effectivement, c'est pas très marketable, mais donc c'est donc un centre de référence. Référence, ça veut dire ça doit faire des références, ça doit dire aux autres comment on fait un whole genome correctement. C'est quoi une procédure opératoire pour faire un whole genome 30X, avec quel kit, quel réactif, quelle profondeur pour répondre à telle question. C'est ça l'idée de référence et de procédure. D'innovation, c'est que on est tous, comme on parle de génomique aujourd'hui, de séquençage, on sait très bien que le séquençage qu'on opère aujourd'hui n'est pas celui qu'on opérera demain. Et n'est pas celui qu'on opérait déjà il y a 2 ans. Donc c'est une technologie qui est en pleine expansion. On est passé de l'exome au whole genome essentiellement pour des raisons de coût et un peu de meilleure couverture, plus que par un très fort rationnel scientifique. Mais aujourd'hui, les courtes lectures ne permettent pas effectivement d'envisager tout ce qu'on veut voir. Donc de toute façon, on est au milieu d'un gué et d'autres technologies vont arriver justement qui vont probablement permettre de répondre à des questions qui ne sont pas résolues aujourd'hui pour des questions techniques. Donc il y a beaucoup d'innovations à faire. Alors je vous donne l'exemple du séquençage long fragment, mais l'innovation, elle est à tous les niveaux, j'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. D'expertise, effectivement, c'est d'être capable de dire, voilà comment on fait les choses, et on est capable de vous dire quelle est une bonne procédure, parce qu'on la connaît, on l'a fait, on l'a reproduit, on a fait le benchmark, et on pense que c'est la bonne façon de faire les choses. Pas du tout, de façon, c'est parce que c'est le Créfix qui l'a dit, c'est parce qu'effectivement, l'éventail des gens qui ont été consultés nous font penser que quelque part, la procédure qu'on a mis en place est la bonne. Et de transfert, c'est parce que tout ce qui est fait au Créfix va être déployé au niveau des plateformes. Et d'ailleurs, de plus en plus, les discussions même ont lieu en amont, au niveau des plateformes, que ce soit avec Michel, que ce soit avec Damien, et on discute avec eux en amont, même des idées, parce que avant d'être les responsables des plateformes, c'est avant tout des biologistes moléculaires qui savent séquencer aussi. Donc en fait, c'est une communauté de gens et on se parle. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas le Créfix omniscient qui dit aux plateformes ce qu'il faut faire, il y a plus une discussion entre nous sur la meilleure façon de faire les choses. On n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, on discute. Donc, alors le plan, parce que je pense que c'est important de replacer ça. Alors le Créfix, ça peut vous paraître bizarre, ça nous est envié par tous les pays du monde qui ont des plans, comme étant effectivement une bonne idée, parce qu'effectivement le plan français a identifié qu'il y avait beaucoup de problèmes. Ça paraît aussi trivial que ça, hein, mais je pense qu'il faut sortir il ne faut pas penser que ce qu'on fait est trivial, c'est très compliqué et c'est très structurant, mais avoir identifié qu'un centre de référence serait sans arrêt en train de regarder ce qui se passe à l'extérieur, etc., pour toujours essayer d'apporter les bonnes solutions. Les Anglais veulent faire la même chose, les Québécois veulent... J'étais à Montréal, je suis arrivé ce matin, j'étais invité à Montréal pour faire un topo dans un congrès, juste parce que quelque part ils veulent copier ce modèle-là, parce qu'ils se retrouvent face justement à des choses qu'ils ont engagées sans penser aux évolutions, et aujourd'hui ils sont face à des problèmes qu'ils n'ont pas anticipés, qu'ils ne savent pas résoudre. Donc il y a 4 éléments dans le plan fort. Il y a les plateformes de séquençage, vous avez entendu parler de Sequoia et d'Euragen, et on espère fortement qu'il y en aura 10 autres. Hein. Et encore une fois, très clairement, la capacité de production de Sequoia et d'Euragen, qui sera peut-être de 10 000 et 10 000 dans une année, est loin de répondre même au scénario de départ qui était les maladies rares et le cancer. On ne parle même pas de maladies communes. Je vous montrerai des chiffres qui essaient de justifier pourquoi 12. Ça n'a rien à voir avec les régions, c'était tout simplement pour le backlog des maladies rares qu'on avait et les 50 000 et environ 50 000 patients cancer sur les 350 000 entre les nouveaux et les relapses par an qui n'avaient pas de traitement, etc. et dont on pensait qu'ils étaient éligibles à la génomique pour leur offrir une chance.
Vous imaginez qu'il y a un monde énorme de patients qui n'ont rien du tout, donc ces 12 plateformes, si elles restaient à une capacité de 10 000, c'est le petit bout de la lorgnette, si vraiment on veut effectivement traiter. Donc ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose. Alors est-ce qu'il y en a 12 ou est-ce qu'il y en aura 2 énormes qui auront les capacités de 12 ou 5, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aussi des 2 réunions où j'ai été dans les 2 dernières semaines, c'est que tous les pays essaiment. Et même Genomic England finit par avoir 7 centres de séquençage. Les Suédois vont avoir 7 centres de séquençage parce qu'on a tous le même problème et ça s'entend bien. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais dans la salle, je sais que chacun est plus intéressé par la maladie effectivement qu'il connaît que par celle effectivement de son voisin. Et si on veut une adoption du corps médical dans son entièreté, il faut que les hôpitaux se sentent impliqués. Et quelque chose de centralisé, ça passe pas. Les gens n'iront pas, effectivement, ça passera pas. Et la plupart des pays qu'on voit, alors de temps en temps, ils ont peut-être une plateforme purement de séquençage, mais le Qatar en a qu'une, mais les Suédois, les Norvégiens, les Anglais en font 7. Vous avez vu les annonces du plan américain, le Broad. Il y en a 3 déjà qui ont été annoncés, qui vont effectivement, le Broad et je ne me rappelle plus des 2 autres, probablement Washington, etc. Donc c'est pas du tout ce qui était au début pensé comme contre-intuitif et du genre une perte d'industrialisation, parce qu'il n'y a pas d'économie d'échelle à en faire 12. Ben non, en fait, c'est une adoption et comme ça, les gens se sentent partie prenante. Et c'est aussi probablement, si on pense que c'est structurant pour la médecine de demain, ben effectivement, ça va être dans le cœur des hôpitaux parce que c'est là que ça va se passer. Donc je pense que ça, c'était malgré tout un bon pari, même si effectivement, il est peut-être plus cher. Donc on a ces 12 plateformes avec les 2 premières, donc il y a quand même un énorme boulot, et parlez-en à Michel et à Damien, hein, c'est pas juste mettre des séquenceurs, le boulot qu'il y a à faire pour essayer de faire que ça marche, c'est phénoménal. Je pense qu'ils sont très fatigués tous les 2, mais c'est un boulot dingue. Même si on pense que le séquençage c'est du plug and play, c'est extrêmement compliqué. Non, mais c'est vraiment pas c'est vraiment très très compliqué de mettre ça en place à l'échelle où on veut le faire, avec le rendu dans le temps dont on veut le faire et avec la qualité de ce qu'on veut faire. Donc les plateformes, ça déroule, et effectivement, on espère que les 2 premières vont essuyer les plâtres des autres, hein, c'est quand même. Et puis on a ce CAD, et ça c'est effectivement aussi quelque chose qui est alors, par contre un peu plus commun dans tous les pays. Effectivement, c'est ce collecteur de données. Et là, il faut aussi qu'on arrive à faire un lien. On n'en a pas parlé du tout aujourd'hui. Vous parlez effectivement d'accès aux patients, et vous êtes tous concernés parce que vous voulez tous que vos patients soient séquencés, vous avez raison. Mais nous, effectivement, de l'autre côté du miroir, la préoccupation, c'est comment est-ce qu'on est sûr que tout ça, c'est lié avec les données cliniques. Et il y a un enjeu majeur dans ce plan, qui peut être, en tout cas moi que je ne comprends pas parce que je ne suis pas médecin vraiment, c'est la complexité justement de faire entrer les effets cliniques dans cette histoire. À la fois de les rendre disponibles et dans une ontologie qui est suffisamment intelligente pour qu'elles soient interopérables. Et ça c'est un vrai challenge, et vous en serez les acteurs majoritaires, parce qu'il faudra passer le temps à les remplir, mais aussi à les donner, à les mettre, et pas se les garder pour soi. Donc ça aussi c'est un enjeu dont on parle assez peu mais qui est phénoménal. Et sans ça on ne fera pas la démonstration, comme dit Cédric, hein, que quelque part les choses marchent. Et puis effectivement les 4 projets pilotes dont on parlait, donc voilà, donc je remets, et donc le CREFIX c'est ça, le CREFIX c'est pour assurer que demain le séquençage long fragment, si c'est ça, ça marche. Dans un LabEx que je copilote et avec certains d'entre vous, on a fait 300 familles avec des exomes supposés négatifs. D'ailleurs on ne devrait pas dire négatif, on devrait dire non conclusif à un moment donné. C'est jamais négatif un exome. C'est à un moment donné, on ne sait pas quoi dire avec. On a fait les whole genomes de tous ces gens-là, à peu près 100 patients et à peu près dans quasiment systématiquement des trios. On a dû trouver 4-5 trucs. Alors je pense qu'il y en a 2-3 avec qui je travaille qui sont là. J'ai vu qu'Amélie était dans les parages, etc. Très très peu. La plupart du temps, quand on trouve quelque chose d'un whole genome, d'un exome non conclusif, c'est dans un gène candidat que vous connaissez en allant un peu plus loin dans l'intron ou un peu plus haut dans le promoteur. C'est ça qu'on trouve. Forcément, dès que vous allez chercher dès que vous trouvez même quelque chose qui s'égrège parfaitement avec votre modèle génétique, mais qui est dans une zone pas annoté, vous n'en faites rien. On n'en fait rien. C'est collectif. Donc en fait, la valeur aujourd'hui du whole genome seul, c'est bien pour regarder les régions génomiques des gènes candidats. Je tire le trait, ou alors effectivement, vous avez la chance, vous tombez sur une délétion énorme que vous n'aviez pas vue d'un chromosome, et là vous regardez dedans, mais c'est un truc que vous auriez pu voir autrement. Mais sinon, des super variants dans une région non annotée du génome, même si ça s'égrège, ça reste un VUS, et puis ça ne bouge pas. Donc encore une fois, il faut un peu... c'est pas la solution à tout, et pour essayer d'avancer là-dessus, donc un rôle du CREFIX, donc aussi, c'était de faire ça, c'était de démontrer effectivement quelles étaient les limites. Donc c'est meilleur, on a redémontré que c'était meilleur en termes de qualité, on a redémontré que dans certains cas, ça permettait des visions génomiques d'un gène, alors qu'effectivement, on regarde que des exons. Dans d'autres cas, on voit effectivement des choses combinées, parce qu'effectivement, il faut sortir du modèle monogénique des maladies. Et les maladies rares sont peut-être pas aussi monogéniques qu'on voudrait bien le croire, elles sont peut-être un peu plus digéniques ou trigéniques, et je pense qu'il y a des gens qui trouvent, parce qu'ils ils regardent des modèles complexes. Il y a Stanislas Sionnet, je ne sais pas s'il est là, qui a, sur une cardiomyopathie, on travaille avec lui, qui a un modèle oligogénique, au moins 3-4 gènes, avec un mélange de SNP et de délétion. C'est un mélange extrêmement... Et effectivement, et ça a l'air d'être probablement le substrat génétique qui est la cause de la maladie. Donc en fait, il y a tout ça qui est derrière. Donc la séquence, c'est bien, mais il y a toute cette façon de l'utiliser qui est absolument fondamentale. Et ça fait aussi partie des tests et de travail que le CREFIX pourra faire en collaboration. Donc il y a de la techno, il y a des projets pilotes, etc. Donc, alors pourquoi 230 000 génomes? Ça, Franck, vous l'avez dit, encore une fois, c'est...
Au départ, ce qu'on avait calculé, alors on n'a pas discuté avec la totalité des maladies rares et la totalité du cancer. On a dû interviewer probablement 10 personnes du monde des maladies rares et 10 personnes du monde du cancer, qui étaient des gens très représentatifs. Et on arrivait avec ça. C'est comme ça qu'on explique 12 plateformes. C'est peut-être des chiffres que vous n'avez pas lus dans le plan. En gros, on disait, il y a un énorme backlog. On est tous conscients qu'il y a énormément de patients en maladies rares qui attendent depuis des années, qui n'ont pas de traitement. Mais on s'est dit, voilà, 20 000 par an avec leurs parents sous la forme de trio, c'est 60 000. C'est quelque chose qui avait l'air d'être émanant. C'est peut-être un peu plus, un peu moins, mais ce chiffre vient de là. Et pour le cancer, c'est 300 000 nouveaux cas par an, 50 000 relapses. Il y a des gens qui ont de la chirurgie, il y a des gens qui ont des thérapies ciblées, il y a des gens qui ont des chimiothérapies, il y a environ 50 000 patients qui n'ont rien du tout. Et on avait regardé ceux-là, effectivement, pourraient être éligibles à de la génomique pour leur donner une chance. Et 50 000 fois 6 analyses, ARN, génome, tumeur, etc., plus les trios maladies rares, bout à bout, ça fait 230 000 génomes équivalents. C'est comme une énorme séquence. Et en fait, 230 000 divisé par 20 000, la capacité d'Illumina pour une plateforme, ça faisait 10, ça faisait 12. Donc c'est de là que vient effectivement, c'est une capacité qui correspondait à un besoin qui avait été estimé sur une quantité de tests de maladies rares à faire, qui vient du monde des maladies rares. Pas de tous, mais du monde des maladies rares et du cancer, qui a défini ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier, c'est que le début. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là-dedans. Et puis effectivement, parce que ça c'est marrant, parce que Damien en a dit un mot tout à l'heure dans le couloir, alors j'ai rajouté mosaïque après que tu me l'aies dit, mais parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'on fait là, c'est le début. Et que les Anglais n'ont fait que du whole genome, ils font rien d'autre, du whole genome, du whole genome, du whole genome, parce qu'ils ont été effectivement brainwash par Illumina, qui leur a expliqué qu'il faut c'est uniquement ça qu'ils fassent pour vendre du Novasic et des plateformes. Il est évident que le whole genome, c'est pas la solution, et que c'est vers le multiomique qu'il faut se déplacer assez rapidement pour améliorer le diagnostic. Déjà, dans un premier temps, tout simplement le multiomique simple, ARN, ADN. Sans aller forcément très loin, etc. Et donc c'est vrai que cette première partie du plan, c'est une exploration du whole genome, parce qu'on ne peut pas non plus effrayer énormément des politiques en disant qu'on va tout regarder, mais évidemment c'est cette direction-là qui va arriver derrière. Bon, alors j'ai mis l'exemple qu'on discute par exemple avec Laurence et avec d'autres du néonat, où là on a besoin de faire des génomes en quelques jours. Et on fait un génome, pas parce qu'on va regarder dans son entièreté, parce que c'est beaucoup plus rapide qu'à faire un whole genome et qu'on peut avoir sur des drogues qui existent. De toute façon, sinon ça ne sert à rien. Si on n'a pas une solution thérapeutique pour un enfant qui fait des crises, de toute façon, c'est des choses dont on a besoin très rapidement. Donc il y a aussi ces voies-là, le mosaïcisme. Donc quand on met 30X, évidemment le Créfix aussi va travailler à dire, si demain il y a besoin de faire du 100X, ça va coûter 3 fois le prix du 30X, mais pourquoi pas ? Et donc, il faut que ça soit documenté et on fera des procédures pour dire s'il est nécessaire de faire du 100X, voilà comment on fait du 100X. Après, il faudra discuter effectivement, comme pour un 30X, de la valeur de faire systématiquement du 100X pour tout le monde. Et c'est là qu'effectivement, ça doit se justifier. Donc tout ça, c'est des travaux qui seront faits en collaboration avec le Créfix. Et le Créfix est très ouvert, même avec vous. Encore une fois, c'est quelque chose qui est assez poreux, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est plutôt accueillant qu'isolé. De toute façon, on n'est pas beaucoup, donc on est 3 ou 4 pour l'instant, donc on est forcément accueillant. Donc ça, c'est une slide un peu plus officielle. Donc voilà, donc le Créfix, ça résume un peu ce que je vous l'ai dit. Ça fait des références, ça fait de la R&D. Typiquement, par exemple, aujourd'hui, on est en train de séquencer, on apprend le long fragment avec le chromium, le nanopore, le PacBio, en se posant vraiment la question, est-ce qu'il y a une chance demain que le long fragment remplace systématiquement le court fragment? Est-ce que c'est vraiment ça la vision qu'il faut avoir pour un prix qui est quasiment identique? À prix identique, la question ne se poserait probablement pas. Aujourd'hui, il y a quand même un facteur entre 5 et 10. Mais donc, on est en train de regarder tout ça. Et il y a 5 technologies concurrentes. Laquelle on prend? On ne peut pas avoir 5 technologies ensemble dans un labo de diag. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Donc voilà, de l'éducation, etc. Et là, je vous ai mis, par exemple, des problèmes tout bêtes. En cancer, un problème tout bête, le FFPE. Il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent on ne peut pas s'en passer. C'est pas possible. On ne peut pas faire d'anapath sans FFPE. Les Anglais ont tout éliminé. Les Anglais, ils font du RNA later, ils prennent la biopsie, ils la mettent dans du papier d'alu, ils donnent un coup de refroidissant, une bombe, comme ce qu'on raconte pas aux gens que dans le fin fond de la France, il faut de l'azote liquide, des bombes, et tous les anapathes qu'on a rencontrés en Angleterre disent que la qualité, effectivement, après, est aussi bonne qu'effectivement une fixation paraffine. Ils sont en train d'éliminer totalement la paraffine de la pratique en Angleterre. Nous, on n'est pas du tout sur cet axe-là. On est la paraffine, c'est pas possible de le toucher. Vous voyez, comme quoi. Si on, alors, et bien évidemment, la paraffine, il y a des problèmes de séquençage. C'est beaucoup moins facile de séquencer. Il y a des adduits de formaldéhyde sur l'ADN qui créent une augmentation des transitions AT qu'on peut confondre avec des mutations. Donc, il faut quand même nettoyer tout ça. Donc, c'est pas sans effet de vouloir regarder ça. Et ça fait aussi partie, par exemple, des jobs du Créfix. Ça concerne plus le cancer de dire est-ce qu'on pourrait remplacer ce problème-là par autre chose. Bon, alors les long grids, je vous en ai parlé.
Donc, alors en fait, quand on a fait, pour vous expliquer un peu la logique du Créfix, c'est ça, c'est vraiment tout le monde devrait le faire. C'est si on dit que c'est une chaîne à peu près vertueuse de la médecine personnalisée, hein, on part du patient puis on retourne vers son diag, bah, à toutes les étapes on voit des problèmes. Les gens ne sont pas assez formés, on a de la paraffine, on n'a pas les solutions de transport adaptées, mais vraiment il faut être extrêmement comment dire, holistique, hein, faut pas avoir peur de dire, même la poste, ça peut être un problème. C'est pas juste la noblesse de l'ADN, de qualité, tout, il y a des problèmes partout. Et le job du Créfix, c'est d'essayer de voir effectivement quels sont ceux qu'il faut traiter en priorité pour que les plateformes diagnostiques fonctionnent. Et il y en a beaucoup plus qu'on peut en traiter, hein. Donc on essaye de hiérarchiser. Et une des premières actions qu'on a lancées, c'est Atopix. Je pense que ça vous dit rien à part peut-être à 2-3. Alors c'est pas une maladie bronchiale ou autre. C'est un acronyme pour Athos, Philips, Qiagen, il y a un Q d'ailleurs que j'ai oublié, et Créfix. Et en fait, c'est une des visions effectivement du plan, c'est de dire on va avoir besoin d'une filière industrielle. Au-delà des 200 000 génomes qu'on va faire par an dans les 5 ans qui viennent, on en fera peut-être encore plus. Et donc c'est une production telle qu'il faut en tout cas qu'elle soit accompagnée. Je n'ai pas dit que ça soit que industriel, hein. Je dis qu'il y a besoin d'une filière qui travaille effectivement main dans la main avec la filière académique, ou que la filière académique sous-traite des choses à la filière industrielle, vu les volumétries qu'on veut avoir. Alors on a deux solutions, soit on continue à acheter aux Américains, je pense qu'il n'y a pas un euro, quand on regarde du début à la fin d'un séquençage, qui met en France. Je pense que tout l'argent qui va au séquençage part aux États-Unis, en Allemagne, etc. Je pense qu'il n'y a pas un seul retour. Alors c'est peut-être pas pour ça qu'il faut faire des choses, mais en tout cas économiquement, on ne gagne pas d'argent là-dessus, alors que c'est un secteur aussi, c'est un secteur économique, et c'est un secteur où on peut valoriser. Donc là, on a quand même pris une boîte qui est, même si elle est au départ espagnole, Athos française, Philips une boîte européenne, et on leur demande de développer un outil bioinformatique industriel qui pourrait éventuellement passer des voies réglementaires. Je ne me posais pas de questions là-dessus, je n'y connais rien, et qui serait effectivement compétitif et qui permettrait de faire en masse des analyses assez basiques, hein, mais totalement automatisées depuis la sortie du séquenceur jusqu'à ce qu'on appelle le VCF. C'est-à-dire en fait là où il n'y a pas de valeur ajoutée, qu'un bioinformaticien passe du temps dedans. On en a très très peu, et il faut que les bons bioinfos qu'on ait travaillent sur les outils de la suite, pas ce qui peut être automatisé et systématisé. Et là on voudrait que ça le soit à une échelle industrielle, parce qu'on imagine à un moment donné peut-être les points réglementaires dessus. Donc ça, c'est une des premières actions, c'est l'identification d'un problème. Ça, sinon, on est dans l'open source, on est dans GATK Best Practice, on est dans des codes qu'on ne domine pas, on a peut-être des problèmes de propriété industrielle, donc on ne sait pas exactement. On sait qu'on est très bien capable de le faire au niveau académique. Est-ce que ça pourra soutenir vraiment une utilisation diagnostique? Ce n'est pas très clair. Mais ça le part. Nous, au CNRGH, on fait des milliers de whole génomes sans un outil comme ça. Mais on ne parle pas de diagnostic. Donc la deuxième amélioration qu'on a, alors je me suis dit, j'ai regardé la couleur de vos cheveux, et je me suis dit, bon, il y a peut-être des gens qui ont mon âge, donc peut-être ils vont se rappeler de l'augmentation de la taille du Kinder. Mais c'est vrai que vous dites ça à des gens d'aujourd'hui, ils disent de quoi ils parlent, quoi. Effectivement, c'est le long fragment. Et le long fragment, aujourd'hui, il y a une dimension, je vois que ça en fait sourire quelques-uns, donc je me sens moins seul. Et le long fragment, c'est un vrai problème. Encore une fois, dans le travail qu'on a fait sur les exomes non conclus à un moment donné, encore une fois, Jamel n'est pas là ou d'autres, mais il y avait une des premières conclusions, c'était mais il faut faire attention parce qu'on n'a vraiment pas du tout exploré les variations structurales. Pour deux raisons, le court fragment est très limité et deux, les outils bioinformatiques ne sont pas très très bons pour le faire. Donc évidemment, si on pense qu'il y a un substrat des variations structurales pour causer des maladies rares, ben effectivement, il faut qu'on soit capable de l'explorer et aujourd'hui, on ne l'explore pas. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas un peu, mais on ne le fait pas totalement. Donc c'est une dimension, c'est une nouvelle terre à ouvrir avant de se dire est-ce que vraiment il y a du bénéfice dans le whole genome. Et donc là, on travaille avec Nanopore, donc on a investi dans le premier taillon de Nanopore, PacBio, les bionano, toutes ces technologies que vous connaissez, qui sont toutes différentes, qui si elles marchent, vont révolutionner tout ce qu'on fait parce qu'il faudra faire de l'ADN de haut poids moléculaire. Donc prendre le bout de sang puis le laisser à la paillasse comme ça, c'est fini. Il faudra peut-être effectivement, ça demandera éventuellement peut-être des changements de pratique, mais ça sera peut-être ça le prix à payer pour avoir accès effectivement à cette information. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. On a un projet en cours avec Laurence sur le chromium et un peu de PacBio avec Damien. On a commencé à faire des choses. Et là, je me suis permis un peu de parler d'indications, même si ce n'est pas mon sujet. Et je me suis dit justement, pour aller dans le sens de Cédric, qu'est-ce qu'il y a dans la littérature qui nous fera avancer? Alors, la littérature, c'est qu'on est prêt à ouvrir nos portes. Tu n'as pas dit la littérature française. Donc, c'est la littérature internationale. Et bien, donc dans 3-4 jours, le NHS va ouvrir son Genomic Directory et il a mis 24 maladies qui peuvent bénéficier d'un whole genome. Donc, vous allez directement sur le site du NHS, vous le trouvez. Alors, Hélène ne va pas être contente parce que le Bardet-Biddle, il est en West. Sylvie va être contente parce qu'il y a de l'holoprosencéphalie, mais non CGH, négatif, mais ils disent que ça, il faut faire du WGS. Et ça vient d'une approche qui était vraiment très bottom-up. Ils ne se sont pas posé les mêmes questions que nous, ils ont fait des dizaines de milliers de génomes, ils se sont dit on va faire 100 000,
Ils ont fait venir des gens, et sur les résultats qu'ils ont eus, quand ils avaient des cohortes probablement assez conséquentes, ils ont été capables de remonter justement exactement ce que tu demandes aux autorités de santé, de dire, bah voilà, effectivement, là, ce qu'on a trouvé. Alors bon, regardez-les, moi, j'y connais pas grand-chose de toutes ces pathologies, il y en a qui vous paraissent probablement ridicules. C'était exprès, parce que pour pas qu'il y ait des questions difficiles, mais allez sur le site. Non, parce qu'après, vous allez vous dire, ah, pourquoi celle-là et pas la mienne? Mais voilà, et en tout cas, vous prenez l'adresse en bas, et vous allez voir ce que le NHS... Et alors, bien sûr, ils se vantent. Hein, j'ai repris la phrase exacte, hein, c'est ce qui est dans leur site. Hein. NHS England will be the first health service in the world to routinely offer genomic services from October 1st. C'est carrément le grand truc, etc. Et voilà. Alors, il y a un autre truc sur le cancer, mais il n'y a pas beaucoup de cancers. Il y a moins de cancers. Et puis, mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Hein. Vous avez tous les panels, tous les Sanger derrière, et là, c'est les WGS qu'ils ont rajoutés. Donc ça peut, ça, Cédric, ça, c'est des billes probablement. Pour mettre certaines de ces pathologies, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tous ces plans nationaux qui se font vont quand même contribuer à faire ça. Et si on était capable, un peu comme dans l'idée de matchmaker, si tout le monde met ces données d'une maladie ensemble, bah, ça donne peut-être ce que l'HAS a besoin d'avoir pour effectivement passer d'une préindication à une indication. Je crois que c'est tout. Voilà, je voulais m'arrêter là et je vous remercie. Donc en tout cas, le CRE fixé ouvert. Je vous avez vu, il y a 3 personnes. Il y a Alain Viary, Peggy Bonin-Cornu et moi-même. Donc contactez-nous et si vous avez des questions plus précises.